It's my pleasure to introduce Dr. Christine Daguerre. Dr. Daguerre is an associate professor at Hôtel Dieu de France, USG University Hospital. She got her medical diploma from USG Lebanon, and she got also her anesthesia diploma and intensive care diploma from Hôtel Dieu de France, USG Hospital. Dr. Daguerre also has a diploma in acute pain management from Paris Descartes. She is subspecialized in pediatric anesthesia from France, from Hôpital Trousseau and Hôpital Kremlin-Bicêtre. Being interested in medical education, she got a diploma in medical education from Sherbrooke, Canada. Dr. Daguerre is the author of multiple articles published in prestigious journals. Dr. Daguerre will be talking today about pediatric anesthesia, and she will be talking about the generations moving from X to Alpha generation. Is it an evolution or a revolution? Dr. Daguerre, you are welcome, and the floor is yours. Thank you, Violette. Bon, je vais parler en français, les diapos sont en anglais et je peux répondre en anglais si vous avez des questions et si ce n'est pas clair. Bon, j'ai choisi le sujet de l'évolution de l'anesthésie pédiatrique durant les 30 dernières années. Et je me suis posé la question, est-ce que les choses ont changé ou pas vraiment? D'abord, en commençant dès le début, ça veut dire à la consultation d'anesthésie. Dans le temps, les enfants étaient vus en consultation la veille, ils étaient hospitalisés la veille. Actuellement, ils sont vus en consultation d'anesthésie soit en présentiel, soit à distance. Et avec le Covid, ces choses ont évolué assez rapidement, mais la consultation, la téléconsultation a été déjà instaurée depuis des années, depuis même 20 ans, je peux dire, et actuellement, elle reprend de l'essor. Surtout avec le Covid, et les enfants ont actuellement l'habitude d'être devant les écrans et d'être connectés. D'abord, je vous montre cette étude qui a été faite chez les adultes. Elle montre effectivement que la téléconsultation en préopératoire permet de diminuer le temps et l'énergie et en plus le coût de la consultation d'anesthésie avec un taux de cancellation rate qui est le même en téléconsultation ou en présentiel. Chez les enfants, les choses ont été faites effectivement durant le Covid et ils ont retrouvé des chiffres assez importants de satisfaction, que ce soit chez les enfants ou chez les soignants. Mais dans cette étude, il n'y avait que 35% des enfants qui avaient participé à la consultation préopératoire. Pourquoi? Parce que quand même, il y a quelques aléas à cette consultation. Il faut d'abord qu'il n'y a pas le eye contact avec l'enfant. Parfois, il y a des problèmes de connexion d'Internet et on est bien placé pour le savoir au Liban. Durant le confinement, surtout, ce n'était pas évident de garder un enfant calme pour qu'il puisse faire sa consultation et qu'il soit concentré. Mais actuellement, de plus en plus, on a des moyens de préparer ces enfants, les enfants et surtout les parents à la chirurgie, que ce soit au début, c'était des jeux Playmobil, par exemple, ou des livrets qu'on donnait aux enfants. Actuellement, c'est des visites virtuelles qu'on fait à la famille, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur Instagram. Vous savez, les enfants sont très connectés actuellement et donc, ils ont plus tendance à voir tout ce qui est Internet et tout ce qui est application. Et il y a de plus en plus d'applications qui peuvent les aider à être préparés à la chirurgie qu'ils vont avoir.
Donc, le deuxième volet de ma présentation va porter sur les nouveaux guidelines du jeûne préopératoire. C'est des guidelines qui sont sortis dans l'European Journal of Anesthesia en 2022. C'était des représentants des différentes sociétés nord-américaines et européennes et qui ont sorti ces recommandations sur le jeûne préopératoire chez l'enfant. Actuellement, il faut encourager les enfants à boire de l'eau jusqu'à 1 heure avant la chirurgie, et ça c'est un grade 1C. On continue à garder, on n'encourage pas du tout le jeûne prolongé parce qu'on sait tous les effets que ça peut avoir chez ces enfants. Pour ce qui est des enfants qui sont allaités, c'est 3 heures, ce n'est plus 4 heures, c'est 3 heures. Et pour les enfants qui ont le lait maternel, les formulas, c'est 4 heures plutôt que 6 heures, comme on disait dans le temps. Donc, les nouvelles recommandations sont 6 heures pour les solides, 4 heures pour le lait, 3 heures pour le lait maternel et 1 heure pour les liquides clairs. Et ça, on peut être safe pour faire une anesthésie après ça. Quel est-il des patients qui ont des comorbidités, qui prennent des médicaments ou chez les prématurés? Là, les recommandations ont des preuves moindres, mais n'empêche que chez les enfants qui ont un reflux gastro-intestinal traité, on continue à suivre les mêmes recommandations. Chez les prématurés aussi. Quand on a une dyspepsie sans ulcère aussi, et quand on a une chirurgie, un malade qui a une malformation cardiaque, ce n'est pas en soi une indication pour garder les enfants plus à jeûne que les autres. Les obèses aussi, c'est la même chose, et ça, mais tout ça, c'est des grades 2C, mais c'est quand même des recommandations. Les enfants qui ont une atrésie de l'œsophage ou un reflux qui a été traité chirurgicalement et qui ne gardent pas de sténose, aussi, le diabète type 1, les enfants qui ont un chewing-gum, et ça c'est important parce que souvent on voit des enfants qui gardent un chewing-gum en bouche, ce n'est pas, on ne considère pas que l'enfant n'est pas à jeûne s'il a un chewing-gum, mais bien sûr il faut s'assurer qu'il ne l'a pas dans sa bouche quand il vient au bloc opératoire. Les enfants qui ont une gastrostomie, c'est la même chose. De plus en plus, on voit dans la littérature des articles qui parlent de l'échographie gastrique pour évaluer le contenu gastrique de ces enfants. Le contenu de la littérature pour le moment est encourageant et pour les gens qui savent le faire, en urgence, ça peut être intéressant. Qu'en est-il du post-opératoire? À quel moment on va donner à boire et à manger à ces enfants? On avait l'habitude de leur dire 3 heures, voire 6 heures post-opératoire, surtout quand on donne des curats. Actuellement, pour le bien-être de l'enfant, on leur permet de boire d'une façon assez libérale et même on les encourage à boire le plus tôt. Mais il ne faut pas les forcer, parce que si on les force, on va avoir plus de nausées et de vomissements. Pour ce qui est du repas, s'il arrive à boire sans problème et s'il a faim, il faut lui donner à boire et il y a beaucoup de centres où les biberons sont donnés en salle de réveil. Ceci va améliorer l'analgésie de ces enfants, ils vont avoir moins mal, ils vont moins vomir et ça va permettre un séjour en salle de réveil à l'hôpital qui sera moindre. Un autre volet de ce qui s'améliore dans notre pratique anesthésique pédiatrique, c'est la ventilation de l'enfant. Actuellement, nous avons des respirateurs qui sont très performants, qui nous permettent de donner des modes ventilatoires de plus en plus complexes et des volumes de plus en plus petits. Donc, on va en profiter. Qu'est-ce qu'on va faire? La première chose qu'on va faire actuellement, et ça, le Covid nous a beaucoup aidé, on va essayer autant que possible d'utiliser les circuits machines. Je sais que la question ne se pose pas dans les écoles anglophones, mais dans le système français, on a plus l'habitude d'utiliser le circuit externe. Bon, donc il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'une pipe à l'induction de l'anesthésie diminue le risque déjà d'atelectasie en post-opératoire. Donc, éventuellement, ce serait intéressant d'avoir une CPAP à l'induction et au réveil de l'enfant, surtout qu'on a nos respirateurs actuels qui peuvent nous les donner.
Pour ce qui est du volume courant, de plus en plus, on diminue les volumes courants qu'on donne à l'enfant. Dans le temps, on disait 10, 12 cc kg. Actuellement, on est entre 6 et maximum 10 cc kg. Et là, plusieurs sociétés savantes le considèrent. Pour ce qui est de la fraction inspirée de l'oxygène, il y a plusieurs études qui ont étudié la fraction inspirée de l'oxygène à l'induction en péropératoire et au réveil de l'enfant. Et on sait actuellement qu'une FiO2 élevée à l'induction et au réveil augmente le risque d'atélectasie. Donc là, je vous ai présenté deux études qui vous montrent qu'il vaut mieux diminuer la FiO2 à l'induction et au réveil des enfants. À tel point que dans les recommandations de la ventilation mécanique chez l'adulte et chez l'enfant, il a été suggéré de faire à l'induction une FiO2 à 80%. En péropératoire, selon l'âge de l'enfant ou de l'adulte, on va aller de 25% à 40% et à 80% au réveil, tout en sachant que la saturation souhaitée chez l'enfant n'est pas la même que chez l'adulte. Elle n'est pas la même, par exemple, chez un prématuré, chez qui on accepte des saturations de 88 à 94%, alors que chez l'adulte, on va demander plus que ça. Comment on va essayer d'éviter d'avoir des atélectasies? En faisant des manœuvres de recrutement, en maintenant une pipe jusqu'à l'extubation de l'enfant et en diminuant la FiO2 en péropératoire. Donc, actuellement, les recommandations pour la ventilation protectrice chez l'enfant, c'est de garder un volume courant entre 6 et 10 cc kg, de limiter les pressions inspiratoires, d'avoir une pipe en péropératoire qui va être de 4 à 8 cm d'eau. Les valeurs ne sont pas encore complètement sûres, mais ce qui est suggéré dans les littératures, c'est 4 à 8 cm d'eau, de faire des manœuvres de recrutement, éviter une FiO2 à 100% à 1, sauf si c'est une urgence, on a une intubation difficile, etc. Et toujours recruter, le plus simple, c'est de faire un recrutement dès qu'on intube l'enfant, de faire un petit recrutement pour diminuer l'incidence des atélectasies. Donc, et maintenant, vers où va l'anesthésie pédiatrique? Eh bien, elle va de plus en plus vers, comme chez l'adulte, vers l'ERAS, donc la Enhanced Recovery, que ce soit chez les tout-petits, pour tout genre de chirurgie, et même chez la scoliose, on va vers une amélioration des pratiques et une récupération de plus en plus précoce. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est efficace, que d'abord, ça diminue le prix de ce qu'on va faire, mais là, il faut vraiment que toute l'équipe soit motivée pour faire ça. Du chirurgien, le physiothérapeute, même l'alimentation, etc. Une nouveauté aussi chez nous, il y a les applications pas seulement pour les enfants, il y a des applications aussi pour les anesthésistes pédiatres. Et là, donc, ça, entre autres, il y a l'application qui s'appelle PediCrisis, qui, si vous l'avez sur votre téléphone, peut être très efficace, surtout en situation d'urgence. Si jamais vous avez un enfant qui fait une crise d'asthme, un arrêt cardiaque ou n'importe quoi, ça peut vous aider à avoir des listes et des concentrations et pour savoir quelle dilution faire pour quel enfant et quelle dose donner. Voilà, je vous remercie. Thank you, Dr. Dagher, for this very interesting presentation. We will open the floor for questions, please. Thank you, Dr. Dagher, for this nice and interesting presentation. I have one question for the post-operative feeding. You said that as soon as possible, including the abdominal surgeries? Including the abdominal surgeries, if the surgeon is okay with it. Okay, thank you. Dr. Tabet has a question, please.
clair. Je pense qu'il y a une limitation pour le volume. C'est entre 3 et 5 cc kilos. Ce n'est pas un volume. Il y a une limitation, mais normalement, les enfants quand on les laisse boire de façon libérale, ils ne boivent pas plus que 5 cc kilos. Il y a 5 cc kilos, si c'est un enfant de 20 kilos, il va boire 100 cc, il ne va pas boire plus. Parce qu'on leur permet de boire. Ce n'est pas qu'on vient leur dire une heure avant la chirurgie, tu veux boire, et puis on leur donne à boire. On leur dit, vous pouvez boire jusqu'à 1 heure avant la chirurgie. Est-ce qu'il y a des case reports de régurgitation pendant l'induction d'anesthésie pour des volumes plus que 10 ou 20 cc kilos? Oui, mais c'est quand même des recommandations d'experts. Et actuellement, la tendance est vraiment dans tous les centres d'encourager les enfants à boire jusqu'à 1 heure avant. Parce qu'en plus, ça permet une induction plus facile. Les enfants font moins d'hypotension, ils sont moins énervés. C'est mieux qu'une prémédication. Dr. Jbara, please. Merci beaucoup Christine, c'était très clair comme d'habitude. Est-ce qu'il y a de nouvelles recommandations pour le bilan sanguin préopératoire chez les enfants? Les recommandations pour les bilans sanguins préopératoires, ça reste la même chose. Jusqu'à l'âge de la marche, on a besoin de faire un bilan. Après l'âge de la marche, si l'interrogatoire est négatif, on n'a pas besoin de faire un bilan chez les malades, ni CRAS, ni quoi que ce soit. Reste la question en néonatologie des bilans d'hémostase qui sont perturbés. Et là, on n'a pas vraiment de réponse parce qu'on sait qu'en néonatologie, les enfants ont des déficits en certains facteurs, mais ils ont une tendance à faire plus de thrombose que de saignement. Et ça, la plupart des recommandations disent qu'il faut avoir dans chaque institution des critères spécifiques. Par exemple, notre chiffre de PTT de 10 une différence de 10 est acceptable, moins non. Ça dépend des kits qui sont utilisés, ça dépend de comment est fait le prélèvement du sang et après combien de temps on a le résultat, s'il est traité tout de suite ou pas. J'ai une question. Vous avez parlé du setup de la ventilation et c'est recommandé actuellement à 6 à 7 millilitres kilo. Est-ce que c'est ideal body weight ou total body weight? Et si c'est ideal body weight, comment on calcule l'ideal body weight chez les enfants? Chez les enfants obèses, il faut que ce soit le ideal body weight. Il y a des ABAC qui te disent en fonction de chaque âge quel est le poids idéal par rapport au... C'est pas comme chez l'adulte des formules bien faites. Ça dépend de chaque âge quel va être le ideal body weight. Par contre, chez les enfants qui ont un poids normal ou chez les enfants qui sont dénutris, c'est le poids réel qu'on utilise. Vous avez parlé à propos du pic inspiratoire durant la ventilation. C'est recommandé inférieur à 30 cm. Est-ce que c'est aussi pour les nouveau-nés? C'est la même chose aussi? Non, c'est pas la même chose chez les nouveau-nés. Chez les nouveau-nés, c'est moindre. Chez les nouveau-nés, c'est moindre. Une dernière question. Pour le liquide qui est à 1 heure avant l'induction d'anesthésie, est-ce que c'est seulement pour l'eau ou bien même pour les liquides clairs sans résidus? C'est pour l'eau, les liquides clairs sans résidus. Ça veut dire un jus sans pulpe. Le plus simple, c'est un tang, par exemple. Un tang, du thé, mais les enfants boivent rarement du thé. Pour les plus grands, peut-être du thé ou du café, mais ce n'est sûrement pas du café au lait, c'est sûrement pas du lait avec. D'accord. Merci beaucoup. We move now to the lunch. We have 1 hour of lunch break and we will be here in 1 hour time.